First PM, ce n'est pas un métier comme les autres dans le monde du produit. Souvent seul à porter la culture produit dans une entreprise, on se retrouve généralement product designer, product ops, product marketer, customer success manager ou encore data analyst, en contact direct avec le CEO bien entendu. Le tout en étant balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge. Que dirais-tu, justement, de ne plus être seul ? Je suis Marc Vidal, expert produit et solopreneur, et je vais maintenant t'accompagner. Grâce au podcast First PM Stories, tu pourras trouver plein de process actionnables de la part de nos pairs qui feront ta communauté. On y débriefe les méthodes de base, tes solutions et des retours d'expérience en compagnie des meilleurs experts qui sont passés par là. Allez, installe-toi bien, ça démarre tout de suite. La collaboration Product Sales, c'est un point critique pour une entreprise, mais ce n'est pas toujours simple. Surtout si les clients cibles sont des ETI ou des grands groupes. Côté produit, le gros point de friction vient de l'accès aux clients ou aux prospects. Indispensables pour mener notre mission à bien, ils sont souvent la chasse gardée des sales, qui craignent que notre interaction puisse compromettre une vente, ce qui peut se comprendre. Pour nous parler de ce sujet aujourd'hui, notre invité, c'est Kevin Dutoit, First PM chez MySea, une plateforme cloud conçue pour gérer les programmes de santé et les installations médicales partout dans le monde. Bonjour Kevin, merci d'être avec nous. Je te laisse déjà te présenter toi et nous parler un peu de ton parcours. Salut Marc, déjà merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici et de venir me présenter et de te parler un peu de mon expérience de First Product Manager pour MySea, donc MySea qui est une medtech. Avant de présenter la boîte et de ce que je fais aujourd'hui et ce pourquoi tu m'as invité, je te propose qu'on retrace un peu mon parcours. Yes. Et tu vas voir que mon parcours du coup va pas mal résonner avec le sujet du jour puisque j'ai moi un profil plutôt commercial. Mes toutes premières expériences, que ce soit à l'école ou même pendant mes jobs d'été, etc., ça a été des expériences commerciales en tant que responsable commercial, que bizdev, etc., etc. À la sortie d'école, en 2015, j'ai été entrepreneur pendant un peu plus de 3 ans où j'avais une activité dans le recyclage de déchets électroniques, activité que j'ai arrêtée pour rejoindre une petite structure à l'époque du nom de Mon Docteur, que j'ai rejoint dans la partie opération, qui ensuite a elle-même été rachetée par une autre petite structure du nom de Doctolib, qui maintenant est un peu moins petite et beaucoup plus connue. Vite fait. Et personnellement, ouais, vite fait, clairement. Personnellement, moi, j'ai rejoint les équipes grands comptes à ce moment-là. Je suis resté chez eux donc pendant à peu près 3 ans et j'étais en charge de déployer Doctolib dans les hôpitaux et les centres de santé, donc souvent des projets assez complexes où il y a des enjeux d'intégration au sein d'un univers où il y a déjà des logiciels. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert un peu le produit entre les différentes discussions avec les services pour comprendre leurs besoins, comment on pouvait installer Doctolib chez eux, et aussi avec les intégrations qu'on pouvait faire avec les logiciels déjà présents. Donc fin 2021, j'ai décidé de faire une transition vers le monde du produit, où j'ai rejoint une startup dans le paiement que j'ai rapidement quitté pour rejoindre MySea, que j'ai rejoint du coup en juin 2022. Donc là, ça va faire 2 ans et demi. MySea, concrètement, c'est quoi ? Aujourd'hui, on est une petite entreprise d'environ une vingtaine de personnes. On est principalement tourné vers l'international. Et c'est une entreprise qui a été fondée par deux profils vraiment différents, un médecin et un ingénieur. Donc nous, la particularité, c'est que nos clients, comme tu l'as dit, c'est des entreprises de taille intermédiaire, des grands groupes, mais aussi des organismes publics qui vont bien souvent avoir plusieurs entités à travers le monde. Donc en fait, MySea, c'est quoi ? Faut le voir un peu comme un CRM simplifié pour médecins, cliniques et entreprises en ce qui concerne les données médicales. Donc, on va proposer une suite d'outils digitaux qui vont aller du dossier patient, du module de pharmacie, du module de suivi de cas complexes, questionnaire, bref, tout un univers lié au médical qui vont nous permettre de collecter de la donnée de santé avec deux objectifs. Un, permettre au personnel médical de faire plus rapidement et mieux son métier en proposant des outils performants, voire même des standards, des standards européens qu'on ne va pas forcément retrouver dans ces parties-là du monde. Et ensuite, deuxième, c'est mettre en place un plan d'action et de prévention afin de promouvoir la santé et le bien-être des employés de nos clients. Si on va plus loin, notre objectif et notre ambition, c'est un peu de démédicaliser l'approche de la médecine pour permettre un accès aux soins beaucoup plus rapide et ce, peu importe où tu te trouves dans le monde.
Donc voilà, voilà Ouais, en quelques mots, c'est ce super qu'on bien fait. pitché, super bien pitché. On sent l'entrepreneur qui a été commercial et compagnie. Le pitch, il est propre, parfait. Super, merci Kevin. On parle un peu de ton contexte d'arrivée maintenant. Heu, c'est intéressant de savoir que justement tu as été plutôt, côté sales, tu es arrivé en tant que first PM chez MySea. Déjà pourquoi et dans quel état était MySea quand tu es arrivé au niveau organisation? Ouais, pourquoi? Bah, déjà le secteur. Moi j'étais chez Doctolib et c'est vrai que c'est un secteur qui m'attirait énormément. Je suis arrivé par opportunité, c'est un ami qui est venu me chercher et quand il m'a pitché la boîte, un peu comme, je viens de te le faire là, bah, en réalité MySea à ce moment-là, ça avait à peu près 1 an d'existence. Le projet en lui-même était beaucoup plus ancien. Le médecin avait déjà eu cette envie-là avant, mais c'est vrai que MySea en tant que tel, en tant qu'entité, existait depuis 1 an. On avait fait une première levée 1 an auparavant et on avait quelques petits clients. Et OK. pile au moment où j'arrive, moi, on vient de signer un gros contrat, donc le premier vrai gros contrat de notre entreprise. Donc là, à ce moment-là, on se dit bon, ben, il y a peut-être un marché, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Et donc, on commence à voir un peu se dessiner les grandes orientations et les différents hameçons qu'on va pouvoir lancer à travers tout ça. OK. Bon, bref, j'arrive, l'environnement il est encore assez instable et incertain, donc voilà, c'est un moment un peu particulier dans la vie d'une entreprise. OK, donc un produit qui existait déjà, Ouais, quelques clients, dont un gros qui venait d'être signé, donc avec quand même une petite base utilisateur, ouais. et au niveau de l'organisation, ça se passait comment? Il y avait combien de personnes, on va dire, côté tech, au commerce également donc c'est Ouais, à ce moment-là, moi j'arrive, je crois que je suis le 13e ou 14e employé, donc hors fondateur, dans l'équipe tech, c'est la majeure partie, de nos équipes, c'est au moins la moitié des équipes à ce moment-là, et ensuite on a, donc on a les fondateurs, un premier sales, 2 personnes aux opérations, slash, DPO, légal et cetera. ouais. Donc voilà, c'est assez sommaire, comme organisation à ce moment-là. OK, OK et au final, quand tu les as rejoints, tes missions, ta première mission, c'était quoi au juste pour bien comprendre, par quoi tu as commencé et comment on va en arriver au sujet, de la relation, produit sales? Ouais, bah, ma première mission, c'était simple, c'est je suis arrivé, on signe un premier gros contrat, donc on se dit: «Bon, bah, il y a un potentiel». Maintenant, on n'a pas encore réussi à déceler qu'est-ce qui fait qu'il y a un potentiel. OK, C'est un peu, voilà, pas un coup de chance, mais vraiment, on signe ce contrat, complètement, à force d'abnégation et de sales et de rencontrer les bonnes personnes. Et donc là, moi, j'arrive à un moment où on se dit: «OK, comment on fait en sorte que notre produit, on puisse faire des ventes répétées avec ce produit-là, avec cette base produit?» Donc c'est un peu mon challenge du moment, quand j'arrive en juin 2022. valider que vous avez votre PMF, on va dire. Exactement. Je vais même aller plus loin, je pense qu'à ce moment, on n'a clairement pas de Voilà. PMF, que c'est surtout un gros coup de chance, mais que justement, il faut capitaliser sur ce coup de chance pour aller chercher le PMF. OK et qu'est-ce qu'on t'a demandé au juste pour, ou même toi, comment tu comptais t'y prendre? Ouais, bah, c'est marrant, à ce moment-là, on me demande pas forcément, tu vois, on n'attend pas dans les premiers mois, premières semaines grand-chose, dans le sens où, on vient quand même de signer un bon contrat, ce qui nous donne une bulle d'air à ce moment-là. Donc mon arrivée, elle est assez sereine, j'arrive pas dans un moment où c'est vraiment, à éteindre des feux. Donc c'est assez serein cette arrivée. Moi, ce qu'on me demande, c'est, bah, d'apporter un peu ma patte, forcément, mon expérience, chez Doctolib. Et surtout, ce qu'on me demande, c'est de rapidement comprendre, notre produit, comme je te l'ai expliqué avant, pour voir quels sont les potentiels axes d'amélioration, de vente potentielle et cetera et cetera. Donc voilà, on va dire qu'au début, moi, en tout cas mes priorités personnelles, elles sont assez simples. C'est identifier et gagner la confiance des personnes clés, que ce soit les OK, fondateurs, les techs, l'équipe sales et on va en parler juste après, et 2, c'est d'accéder rapidement aux utilisateurs. Du coup, OK. côté clients existants, bah, comme tu peux t'en douter, il n'y en avait pas forcément beaucoup. Donc là, c'est à ce moment-là où je me dis: «OK, il faut se tourner plutôt vers, la partie prospect, potentiel prospect», et c'est donc là que c'est un peu plus compliqué, on va dire. OK, donc toi, tu arrives, au départ, tu découvres l'environnement, tu connais bien le domaine quand même avec, Doctolib et tes expériences passées. Heu, on va dire, tu pas là pour éteindre des feux, donc tu as un peu de temps.
Tu découvres le produit, tu rencontres les équipes, tu discutes avec les différents stakeholders. Heu, Comment dire? Tu rentres, on va dire tranquillement là-dedans, dans de la documentation. Les premières étapes, c'est quoi? C'est vraiment ça, c'est échanger avec, les personnes en interne, heu, triturer le produit dans tous les sens, un gros rapport avec la R&D et petit à petit, tu dis, «Maintenant on va valider tout ça, vraiment comprendre le marché qu'on veut adresser» et tu commences à creuser, plutôt ce côté, «J'aimerais interroger des prospects» et là, on en vient au sujet. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Du coup, moi, je veux absolument parler aux prospects, pour une raison, c'est qu'en fait, quand j'arrive, donc comme je te l'ai dit, un des fondateurs est un médecin. Alors ça, quand tu as un fondateur qui vient du milieu en question, c'est, une mine d'or parce que forcément, lui, il a 20-25 ans d'XP là-dedans et du coup, il connaît tout un tas de trucs, ce qui nous permet de prendre des raccourcis de dingue et à ce moment-là, prendre des raccourcis, c'est vraiment essentiel, pour, aller rapidement valider des hypothèses. Il a aussi forcément un réseau qui Ouais, peut ouvrir. Mais ça a aussi ses limites parce que du coup, tu te retrouves cloisonné dans un système et potentiellement, toi, tu as besoin, en tant que surtout first PM pour connaître ton marché, tu as besoin d'ouvrir tes horizons. Et c'est là où moi, du coup, je commence à mettre en place avec du coup un de notre premier sales qui lui qui est basé en Écosse, donc en plus c'est en remote. Donc ouais, c'est pas forcément simple de construire du lien directement. Et donc du coup, moi, j'instaure avec cette personne-là un appel hebdomadaire où en gros, je veux qu'il me raconte ce sur quoi il est en train de travailler, ce sur quoi il pitch, ce sur quoi nous on travaille pour qu'il comprenne aussi quelles sont les avancées qui vont pouvoir l'aider. Et moi, mon objectif à ce moment-là, c'est de créer de la confiance. OK. Et Il y a un sujet sur lequel je suis pas venu et c'est vrai que là, si on plonge directement dans le côté, comment dire? Dans le côté sales, même si c'est ceux qu'on va traiter quand même, on risque d'oublier ça. Toi, tu arrives quand même, il y a un backlog qui est déjà présent, il y a des features qui sont déterminées, et comment dire? Tu constates quand même, c'est ce que tu m'avais dit, quand on a échangé un peu en amont, que il y a pas forcément beaucoup d'échanges entre, la tech et les sales. ouais, il y en a même pas du tout, on peut être honnête. Effectivement, on a un backlog de fonctionnalités. Moi, déjà, quand j'arrive, mon objectif, bah, c'est de délivrer rapidement. Ouais, Clairement, et je remets pas ça en cause, et de construire cette relation-là, puisqu'effectivement, elle n'existe pas. La seule relation, on va dire, qui existe, elle est portée par le fondateur, heu, qui lui, du coup, crée des raccourcis avec, son expérience. ouais, Donc pas forcément en lien avec les sales en eux-mêmes. OK et quelque part, du coup, l'équipe technique ne je vais faire un gros raccourci, c'est peut-être Ouais. pas le cas, hein, tu pas à me contredire, mais peut-être qu'ils comprennent pas forcément le métier aussi qu'il y a derrière. C'est-à-dire que, c'est le CEO qui redescend ça, il connaît et il y a quelques, comment dire? Infos qui arrivent de prospects, voire de clients. Mais pour la R&D, ça arrive, c'est comme ça, c'est à traiter et c'est pas forcément challengé ou remis dans un contexte, quoi. Ouais, tu l'as très bien décrit, c'est exactement ça. On fait confiance, à la personne en charge du produit puisque c'est la seule dans l'entreprise qui connaît, l'écosystème et donc forcément les choix qu'il fait sont pertinents. Oui, Et personne ne peut remettre ça en cause puisqu'on n'a pas cette connaissance-là. OK, OK. Donc toi, tu arrives, tu constates quand même ça et là, on en revient à ce que tu disais. Rapidement, tu te dis, «J'ai envie d'un peu mieux comprendre, le travail du sales derrière» et Ouais, tu une idée en tête quand tu fais ça, pourquoi tu commences par cette démarche-là? ouais, moi j'ai une intuition au moment où j'arrive, c'est que, notre produit il est pas bien positionné. OK, Hem Je le sens parce que justement, c'est pour ça, c'est ce que je disais, lorsque tu as un fondateur qui a cette expérience, il fait des raccourcis, mais potentiellement, il fait des raccourcis aussi avec ce qu'il connaît. Et c'est vrai que quand on a 20 ans de métier, 25 ans de métier, bah, on fait des raccourcis et potentiellement, on prend pas le recul nécessaire pour voir s'il y a pas, d'autres choses qui peuvent être, visées par ce qu'on est en train de faire. Donc les produits qu'on a sortis à ce moment-là et qu'on a, ils sont très métiers. C'est-à-dire que j'apporte, beaucoup de valeur à nos utilisateurs finaux, ce qui est très bien, nos médecins et cetera, mais c'est très décorrélé de la vision globale par rapport à une entreprise, un grand groupe et cetera et eux, ils voient pas forcément cette valeur-là et donc moi, je me dis: «OK, bah, potentiellement, il y a une valeur à aller chercher», hem
peut-être des produits à sortir ou des fonctionnalités à sortir qui vont permettre à ces gens-là qui sont plus opérationnels, moins médicales, d'aller trouver quelque chose de pertinent chez MySea et donc potentiellement d'aller rapidement acheter ou faire de l'upsell sur ce qu'on a déjà vendu. Et donc voilà, je me dis, il y a un truc à faire. Et pour ça, il faut que je sorte de ce réseau-là, donc de mon médecin et de son réseau à lui, qui ne sont que des médecins, pour aller vers le monde plutôt entreprise. Et donc pour ça, bah, je crée cette relation avec notre sales, donc qui s'appelle Alex. Je crée cette relation et on se dit, OK, bah, toi, raconte-moi ta vie, raconte-moi comment tu fais tes calls et comment tu pitches aussi la boîte et comment tu présentes notre produit. OK, OK. Heu, tu, tu vas tranquille quand même, c'est-à-dire que tu as cette intuition et tu arrives pas en disant, À jamais. comment dire? En bouche tout, moi je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu prends ça par la petite Ah porte, ouais. voilà, OK. Ah, ça, c'est bah, pour avoir été sales, il y a rien de pire que d'avoir quelqu'un qui vient et qui potentiellement peut te faire louper une vente. Et en vrai, quand tu connais pas la personne, tu peux pas faire confiance, comme ça. Il faut cette confiance, elle se gagne, elle se construit et moi, je pars du principe, quand tu arrives dans un endroit, il faut pas arriver avec tes grands sabots. Potentiellement, il y a déjà des choses qui ont été mises en place, testées. Ouais, Ça a clairement. pas fonctionné pour plein de raisons. Donc, toi, ton objectif, surtout en tant que PM, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant de d'émettre des hypothèses et potentiellement de les tester. Et moi, mes 3 premiers mois, c'était vraiment: «OK, comment, je comprends, comment je gagne la confiance avant de pouvoir, un peu Ouais. challenger?» Parce que moi, dès la première semaine, je suis convaincu que notre produit, il est, enfin, il est pas sur le bon axe et Ouais, je ça, j'en suis comprends, convaincu. je comprends. Mais je peux pas de suite dire, que j'en suis convaincu non plus. Ouais, 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 ouais. Et puis, en soi, c'est pas forcément que le travail qui a été fait avant, il est pas bon. Peut-être qu'il est bon, mais il peut être Tout à fait. meilleur. Comment dire? On peut faire mieux et c'est pour ça que c'est compliqué aussi de faire bouger les choses parce qu'on se dit: «On est quand même sur un truc qui marche à la base et faire mieux, ben, est-ce qu'on est sûr qu'on fera mieux?» Donc tu commences tranquille, tu dis: «1re étape, je commence à mettre des points, on va dire hebdo avec notre commercial». Histoire de pas le brusquer, si je comprends bien et que toi, tu commences à avoir un peu comment dire? Des retours de sa prospection. Exactement. C'était quoi le contenu au juste de ces points hebdo? Ou du moins comment tu arrives à les tourner pour avoir vraiment toi de la valeur de ça? Ouais, au début, c'est marrant parce que le premier mois, c'était vraiment, du chit-chat un peu, vraiment simple. Ouais, On se présente, on se raconte un peu nos vies et cetera. Moi, mon objectif, c'est de créer rapidement une relation, avec cette personne, au-delà de la relation, bien évidemment professionnelle et ce qui nous amène tous les 2 à travailler pour MySea, c'est aussi, bah, voilà, de passer un peu du bon temps entre collègues, surtout qu'on est en complet, en full remote. ouais, Donc du coup, les premiers temps, c'est un peu ça et après ça va vraiment rentrer dans au début, c'est moi qui lui présente principalement ce qu'on fait. Donc je OK. lui dis: «OK, voici le backlog, voici ce sur quoi on est en train de travailler, voici ce qu'on va délivrer, C'est cette semaine». c'est intéressant ça, ça veut dire qu'avant que tu fasses ça, il avait pas de visibilité là-dessus? Très peu, très, très peu. Ça arrivait un peu a posteriori. Donc moi, mon objectif, c'est aussi de lui montrer ce sur quoi on travaille. Lui montrer qu'on travaille, déjà d'une et ensuite ce sur quoi on travaille pour qu'il ait aussi, cette visibilité-là. Et tu lui apportes quelque chose. C'est-à-dire que toi, quand tu as initié ça, c'était parce que tu avais des besoins toi, mais quand tu lui fais cette présentation-là, c'est que tu lui montres que tu vas lui apporter aussi de la valeur au final. De la visibilité sur ce qui va sortir et pour lui forcément c'est super intéressant, d'avoir ces échanges-là. Ouais et puis surtout, ça permet aussi d'avoir un canal, parce qu'en fait, ce dont je me suis, rendu compte rapidement, c'est que il a commencé à challenger ce qu'on sortait. Ouais, En disant: «Mais pourquoi on a priorisé ça alors que, tel, enfin moi j'ai eu un appel la dernière fois, avec, tel prospect et c'est vrai qu'on ça a l'air de se diriger plutôt vers ça». Et c'est là où ça devient intéressant parce que du coup, moi, j'étais déjà convaincu qu'il fallait qu'on pivote. Lui, il est en train de m'expliquer que potentiellement faut pivoter et donc je dis: «Bah écoute, c'est super que tu en parles, toi comment tu ferais?» Donc j'ai commencé à organiser on a organisé un ou 2 ateliers donc avec lui, les fondateurs, pour un peu voir, commercialement où est-ce qu'on allait. Et j'ai commencé du coup à lui dire: «Bah écoute, moi j'aimerais bien être en shadow sur tes appels pour aussi comprendre, arriver sans forcément, parler, au départ, mais vraiment pour suivre». Donc au début, on a fait un ou 2 appels comme ça, qu'on a pu débriefer, juste après. Donc il a bien vu que moi, ma position, elle était pas de lui tirer dans les pattes, elle était vraiment de comprendre, qu'est-ce qu'il pouvait faire, qu'il pouvait vendre plus vite.
Donc voilà, on a commencé à faire ces activités-là dans les 6 premiers mois, on va dire, ce qui nous a rapidement permis d'en sortir de belles choses activables. OK, et il y a un truc que tu as dit au départ, c'est, ce que j'aime bien, c'est tu as commencé à discuter avec lui, tu as senti que quand même, vous aviez comment dire? Le même feeling sur le fait que, la manière d'adresser le marché était pas forcément la bonne, et la démarche comment dire? D'impliquer derrière après le CEO, faire des ateliers, ça c'est super important pour justement, comment dire? Que tout le monde tire dans le même sens et que ça soit pas fait un peu sous le manteau. Exactement. Ça tu l'as fait comment ces ateliers? Ça a été amené comment? Pour, encore une fois, pas bousculer tous les codes, mais pour que ça soit amené petit à petit, que ça soit, accepté aussi. Ouais. Alors c'est un travail de très longue haleine, hein, parce que là, je te dis, au bout de 6 mois, j'ai organisé un atelier, mais en réalité, on va dire le premier mois, je challengeais pas ce qui était fait, et ensuite j'ai commencé à challenger petit à petit en posant des questions un peu innocentes, dire mais pourquoi on a fait comme ça? Pourquoi on ferait pas comme ça, etc. Donc j'ai un peu instillé le doute au fur et à mesure, et au bout de 6 mois, je me suis dit bon ben là, on va faire un vrai atelier, on va remettre un peu tout à plat. À ce moment-là, donc ça faisait 6 mois que j'étais arrivé, on n'avait pas re-signé d'énormes contrats. Donc, tu Ouais, vois, il y avait aussi un positionnement commercial qui était peut-être à rechallenger. Je dis pas qu'il était pas bon, je dis juste qu'il était peut-être à rechallenger à ce moment-là. Et donc, on, s- on se met au bout de 6 mois et on se dit, OK, bah, potentiellement, est-ce que c'est la bonne personne qu'on vise? Et donc là, on a commencé un peu à revenir sur, OK, bah, peut-être que c'est pas l'utilisateur médical, en fait, qu'il faut qu'on vise, c'est peut-être un opérationnel au sein de l'entreprise. Et donc voilà, on a ouvert les discussions, ce qui a fait que ça a un peu ouvert les chakras de tout le monde en disant ah ouais tiens c'est intéressant qu'on voit ça puisque nous avec mon commercial on avait un peu ce débat là et on sentait qu'il y avait ça mais on l'avait pas encore présenté ou en tout cas on n'avait pas fait cet atelier avec les fondateurs. et toi, tu Donc avais là préparé quand même les choses? C'est-à-dire que tu parles de 6 mois, et pendant 6 mois, je suppose que tu avais noté beaucoup de choses, tu avais mis en exactement. forme beaucoup de choses pour arriver, alors pas en disant: «Bon, bah, voilà, j'ai la vérité absolue», mais tu avais formalisé des choses et tu as pu Ouais, te servir de ça. sachant que je suis pas arrivé en disant j'ai la vérité absolue, je suis arrivé en disant peut-être que la vérité qu'on cherche elle est ailleurs et pour aller se creuser cet ailleurs voici mes pistes à discuter ensemble. OK, et ça, c'était ces pistes-là, c'est toi qui les as travaillées, donc c'est issu des échanges que tu as eus avec ton commercial? Donc au départ, toujours pas en direct avec les prospects. C'était vraiment le commercial qui discutait, qui te faisait des feedbacks, voir quand tu étais en shadowing, et là, c'était toi qui notais, on va dire. Ouais, j'avais accès sur la fin des 6 premiers mois, j'avais quand même déjà accès, en shadow en tout cas à des premiers rappels, ce qui me permettait de récupérer assez rapidement de l'information. Mais C'est c'est à peu près environ à cette période-là, j'ai commencé moi-même à être dans des calls de prospects où je parlais. OK, on on est sur des ETI ou des grands comptes, comme on disait, voire des administrations. Ouais. Heu, J'essaie d'avoir une idée un peu de la volumétrie. C'était quoi? C'était, 10, 20, 50, 200, comment dire? Des échanges que vous avez pu avoir? Parce que c'est pas forcément simple à quantifier Ouais. ça. On est sur plus sans donner de chiffres forcément, parce que tu pas forcément à l'aise là-dessus, mais on est sur plusieurs dizaines, plusieurs centaines? Ouais, plusieurs centaines. Honnêtement, OK, notre plus gros client à date, qu'on a, tu vois, enfin, c'est un client qui est vraiment énorme et en tout cas qui a un potentiel énorme pour nous. Je pense que là, aujourd'hui, on est à ouais, 300-400 échanges avec eux. Et ça fait OK, 2 ans et demi qu'on parle, 3 ans et demi qu'on parle avec ces gens-là. OK, OK. Ah, ça veut dire que c'était une grosse partie de ta bande passante quand même? Ouais, En plus de, comme tu l'as dit au départ, tu avais une grosse casquette sur la delivery, on est bien d'accord. Tu as réussi à trouver le temps, et tu as pris le temps de continuer à mettre en place la relation avec tes sales, construire ça dans la durée, et comment dire? Garder beaucoup de temps de ton côté pour ça. OK, donc tu présentes ça, enfin vous faites des ateliers avec les CEO, tu commences à pouvoir un peu plus parler dans ces calls de prospection. Pourquoi, et est-ce que ça a amené quelque chose? ouais, bah, pour moi, ça a été hyper utile parce qu'en fait, déjà pourquoi? Bah, je pense que j'avais gagné la confiance, de mon commercial et ça, c'est le plus important. En réalité, quand tu travailles avec des grands comptes, c'est long, comme tu l'as dit, parfois c'est des centaines, enfin des dizaines, parfois des centaines d'échanges et
tout ce que tu ne veux pas, c'est que quelqu'un vienne et un peu casse la dynamique. Donc déjà, moi, il a fallu que je montre patte blanche, ce qui à ce moment-là a été fait. Et donc quand j'ai pu commencer, en fait, l'avantage que j'avais aussi, c'est que moi, mon commercial, c'est un vrai commercial. C'est-à-dire qu'au niveau produit en tant que tel, il sait les bases, mais il va pas rentrer dans le détail. Et moi, justement, là, à ce moment-là, j'avais besoin de rentrer dans le détail. Et donc, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, moi, il faut que je creuse tel ou tel sujet. Je sens qu'il y a du potentiel. Est-ce que ça te va si on participe à un appel, que tu fasses ton speech habituel, et puis moi, ensuite, je rentre dans le détail de ce sujet-là. C'était un nouveau prospect. Et donc il me dit bah écoute, pas de souci. Et donc moi ça a permis j'avais préparé une interview classique, donc j'avais tout préparé. En 15 minutes, on a vraiment creusé le sujet. Et ensuite j'ai pu réitérer cette chose-là sur la même problématique avec 2 ou 3 prospects, un client existant, et au final j'ai pu un peu me faire mon idée comme ça. Et en fait, je pense que quand tu es dans une boîte où tu es au bord du précipice à tout instant, il faut que le produit sache de quoi on parle avec les sales pour construire la meilleure solution possible pour qu'elle se vende. Et ça, l'accès au prospect, c'est essentiel à ce moment-là. Ah mais clairement, mais clairement. Heu, donc tu as commencé à avoir beaucoup plus de liberté, on va dire, sur l'accès, aux prospects. Heu, En binôme ou au bout d'un moment tu étais clairement libre et tu Bah, tu as pu y aller, toi, sans l'aval du commercial? ouais, bah, écoute, je suis rapidement devenu assez libre. À chaque fois, je lui shootais un petit mail en disant: «Hey, il y a un tel qui m'a contacté, ça te dérange si je fais un appel en rapide pour creuser ce sujet-là?» Ça a été vite, pas de souci. C'est tellement devenu, ça s'est tellement inversé puisque maintenant c'est lui qui me demande: «Hey, on a un appel avec tel prospect, est-ce que tu peux venir pour un peu pitcher le produit?» Donc là, maintenant, je suis un peu dans une casquette aussi un peu de solution engineer où je viens un peu sur l'école prospect pour présenter le produit. Donc ça s'est clairement inversé. Mais ouais, j'ai pu rapidement être autonome sur tout ça. OK. Là, on a beaucoup parlé de comment tu t'y es pris pour accéder, donc à des potentiels utilisateurs, mieux comprendre les besoins. Heu, la question c'est, est-ce qu'il y a eu un vrai impact? Parce que OK, toi, ça t'a permis d'y accéder, mais est-ce que vous avez noté un impact positif, pour la boîte? Sur quelles métriques vous êtes basés pour voir qu'il y avait vraiment, de la valeur à faire ça? Ouais, nous, les métriques, elles étaient concrètement assez simples, hein. Au début, on a tenté les OKR, etc. On s'est vite rendu compte qu'à cette taille de boîte-là, c'est très compliqué à mettre en place. Je Ouais, dis pas que ça n'a pas d'intérêt, mais je dis juste que c'est pas le moment forcément. pas adapté, ouais. Voilà, exactement. Et donc nous, nos métriques, elles étaient assez simples. Combien on arrive à rentrer à la fin de l'année. Comme on est sur des grands comptes, nous, c'est vrai que les processus de vente sont beaucoup plus longs et on fait pas forcément du par mois parce que par mois, c'est assez compliqué. En tout cas, quand moi je suis arrivé, on va dire que depuis que je suis arrivé, donc il y a 2 ans, sur notre ARR, on a fait fois 13. Donc je pense que là, on peut dire, enfin, je sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, je pense que la stratégie qu'on a mis en place, elle a vraiment permis d'aller vite, sur ce qu'on souhaitait faire. Ouais, Au bout de la première année, on était déjà sur du x5. Et là, maintenant, on est sur du x13 au bout de 2 ans. Donc, c'est des bons signaux. donc c'est la métrique qu'on a choisi de suivre. Hem, Est-ce que tu as eu l'impression aussi qu'on parle de cycles de vente qui sont longs, OK, est-ce qu'en menant cette démarche-là, vous avez suivi justement le fait que, potentiellement Raccourcir. les ventes ouais, raccourcir ce cycle de vente? C'est un bon point. On l'a pas traqué en tant que tel, pas en tant que métrique, c'est-à-dire on n'en a pas fait une métrique dédiée. Même si on en a beaucoup parlé au début quand on a commencé à parler de ça avec Alex, c'était vraiment comment on peut raccourcir ce cycle de vente parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça qui nous tue, mine de rien. Plus on passe de temps, bah, moins on a d'argent et Clairement. on est plus proche de 0. Donc ça a été vraiment comment on le raccourcit. On n'a pas suivi cette métrique-là, enfin on l'a pas formalisée, mais instinctivement, je sais qu'on l'a réduit. Maintenant, je l'ai pas suivi, donc je pourrais pas te dire, Ouais, tu pas le chiffre, tu sais que non, ça a été amélioré, tu pas le chiffre, exactement. et vous êtes pas intéressé quand même de voir, l'amélioration qu'il y a eu? Si, si, moi je suis grandement intéressé par ça, mais c'est vrai qu'on a eu à ce moment-là, on avait un peu des problèmes de temps et de ressources, donc on s'est dit: «OK, on va juste dépiler»
Mais maintenant, moi, ça m'intéresserait. Je pense qu'on est un peu plus safe, on va dire. Donc, ça m'intéresserait de savoir Ouais, histoire de ouais, savoir. j'imagine. Et une question que je t'ai pas posée, vous avez plus de commerciaux maintenant ou il y en a toujours qu'un seul avec qui t'échanges régulièrement? Ouais, non, on est monté à 4 commerciaux OK. avec hors fondateurs. Donc les fondateurs faisaient aussi eux-mêmes un peu de sales. Donc on est à 4 commerciaux. Et c'est marrant parce que du coup, quand ces commerciaux sont arrivés, ils ont eu les directives, on va dire, du premier commercial qui était là. Et donc clairement, c'était les premiers calls prospects. Ils m'invitaient sur les appels parce qu'eux-mêmes n'étaient pas sûrs avec le produit. Donc moi, ça me permettait d'élargir mon réseau et donc élargir ma base de potentielles personnes avec qui je peux communiquer. Donc ouais, maintenant on est quatre et j'ai toujours un peu ce principe-là. Donc une fois par semaine, je parle, une fois par mois en groupe avec tout le monde, vraiment pour un peu présenter la roadmap et aussi revenir sur des potentiels cas qui ont été évoqués dans ce mois et voir comment on peut y répondre. Euh, mais ouais, chaque semaine maintenant, on va dire avec les têtes de département sales, puisque le département c'est aussi structuré, on a toujours ce rituel une fois par semaine de se rencontrer. Ouais, super intéressant et puis c'est top de voir que ce que tu as mis en place avec le premier, ça a pu être répercuté Ouais, directement sur les autres parce qu'au final, la méthode a convaincu, on va dire. Et je pense que eux, quelque part, ça les a rassurés que tu les accompagnes. Heu, comme tu as dit, pour pas dire de conneries, en fait, tout simplement, hein. ouais, Ils connaissent pas forcément, enfin, ils connaissent forcément moins bien le produit que toi, ça c'est sûr. ouais. Et il y avait une espèce d'assurance à t'avoir à côté. Super intéressant. Il y a un truc qu'on n'a pas, sur lequel on n'a pas forcément parlé, c'est, heu, les métriques que vous avez suivies. Alors tu m'as dit, hein, le chiffre qui rentre, vous savez que vous avez raccourci, le temps de vente, ça c'est intéressant, sans avoir forcément les métriques là-dessus. Sur de la satisfaction utilisateur aussi, est-ce que vous avez senti, de l'évolution là-dessus? C'est un bon point, satisfaction utilisateur. Moi, quand je suis arrivé, il y en avait pas forcément, donc j'ai mis rapidement en place un questionnaire aussi pour savoir notre base utilisateur, qu'est-ce qu'elle en pensait. Hem, en fait, le truc, c'est que sur la satisfaction, on était convaincus que nos utilisateurs clés, c'est-à-dire les médecins ou le personnel de santé, étaient assez satisfaits. Ça se voyait dans les chiffres d'ailleurs, donc on avait une satisfaction assez haute. Ouais. Mais on n'arrivait pas du tout à cibler du coup les nouvelles personnes qui nous intéressaient, qu'on a fait un peu rentrer dans le giron, qui sont un peu plus des têtes de département ou têtes opérationnelles, on va dire. Et ça, aujourd'hui, on a encore du mal à le calculer parce qu'en fait, notre base, comme c'est des gros clients, c'est des gros contrats, mais notre base potentielle d'utilisateurs dans cette personne-là, elle est très faible. Elle est très très faible. Et donc, du coup, c'est surtout, c'est pas quantitatif, c'est surtout qualitatif. C'est vraiment nos CX qui vont aller chercher l'info, parfois avec moi, parfois OK. avec quelqu'un d'autre du coup de l'équipe, un designer. Donc du coup voilà, on n'a pas forcément traqué ça parce qu'on n'a pas encore le Ouais, volume je comprends. pour avoir des retours pertinents, on va dire. Je comprends et alors c'est pas forcément un point que j'avais prévu d'aborder, mais je te pose quand même la question vu que au tout début, on avait dit que l'équipe tech avait pas forcément une vue sur, les clients, les besoins. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, avec ce que tu as mis en place, entre le produit et les sales, est-ce que tu as eu l'impression que ça a pu les faire monter un peu en compétences là-dessus ou c'est pas forcément un sujet pour vous? Alors, je pense que oui, si c'est un vrai sujet. Déjà, j'ai une équipe tech, je vais leur passer le big up qui est incroyable, mais surtout qui est, à la tête de département. C'est aussi des gens qui ont un peu un sens business. Donc rapidement, eux, ils étaient intéressés aussi OK, par ces super. retours-là. Notamment, l'engineering manager avec qui, tu vois, quand il y a des nouveaux produits, moi, je lui présente tous les retours. Parfois, il participe lui-même à des appels, avec le client ou un prospect en direct. Donc c'est vrai que rapidement on a discuté, on a parlé. Lui il aime bien le produit, donc rapidement on a pu aussi avoir un espace de communication sur le produit. Et moi c'est vrai que quand on lance un vrai projet hors petite feature etc où on passe très rapidement le lundi, mais c'est vrai que quand il y a un vrai produit, une vraie fonctionnalité, souvent moi je prends du temps, je prends 10-15 minutes pour expliquer la fonctionnalité d'un point de vue métier, qu'est-ce qu'elle nous Ouais. apporte d'un point de vue entreprise,
et qu'est-ce qu'on compte en faire aussi, pourquoi on l'a créé. Et ensuite, on rentre dans le détail vraiment Ok, voilà, des specs, etc., qui est plus classique. ok, ok. Il y a quand même une question que je me pose là-dedans. Moi, j'adore tout ce que tu as décrit. Puis de toute manière, cette relation, elle est tellement importante. Quelque part, ça a l'air tout beau, tout rose. Il y a quand même eu des galères, rassure-moi Il y là-dedans. en a eu plein, ouais. Ouais, et sans parler de, comment dire, euh, est-ce que tu peux en dire une ou donner des exemples, on va dire, pour bien, comment dire, si ce sujet est, comment dire, s'il y a des personnes qui écoutent et qui sont confrontées à ce genre de sujet, partager aussi les petites galères que tu as pu avoir, ça peut rassurer et montrer que, bon, tu en as vécu, c'est des galères à peu près similaires et quelque part, tu as réussi à avancer, quoi. Ouais, je pense une des plus grosses galères, quand tu es first PM et que tu arrives dans une petite structure, qui est assez instable. Là, je parle vraiment de ce cas de figure-là, hein, Ouais, parce que ouais, potentiellement first PM dans quelque ouais, chose d'établi, il c'est y a pas pareil. Hem, les galères, c'est que tu as pas beaucoup de ressources et donc il faut apprendre à faire des choix et il faut vivre avec tes choix et ça, c'est vraiment important. La plupart du temps, tu vas être obligé de faire un choix. Comme tu sais que tu as très peu de ressources pour le concrétiser, bah, il faut que tu acceptes que ce que tu vas sortir, c'est clairement pas parfait et c'est loin de l'être, mais que c'est fonctionnel, que ça répond à un maximum de besoins. Et le but, c'est vraiment de te dire, OK, voici mon produit fini de A à Z. Bah, comment je sors le premier pied de gauche de A pour que ce pied-là, il serve un maximum d'utilisateurs et qu'ils puissent se dire ah bah tiens ça c'est intéressant, ça serait bien qu'on travaille dessus. Et ouais, ça c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile parce que ça demande un peu ouais ça demande un peu de couper tout ce que tu es en train de faire de ton travail, d'avoir l'humilité de te dire ok ce que je suis en train de faire c'est trop poussé. En fait il faut revenir au basique du basique. Et ouais là c'est là où ça devient assez intéressant. Donc ça je pense que le manque de ressources et l'incertitude bah, clairement, ça te pousse à faire des choix forts avec lesquels il faut que tu sois en accord, on va dire. ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est des grosses galères. Et aussi, une autre grosse galère que maintenant on ressent après, parce que là, on est dans une autre phase, donc je pense qu'on en parlera rapidement. Maintenant, c'est quoi qui nous attend? Bah là, on est plutôt dans une phase de stabilisation, on va dire, du produit et de nos équipes. Et voilà, on commence à recruter pour vraiment pallier au manque de ressources dont je parlais tout à l'heure. Là, on est face à une situation, bah, où on a construit beaucoup de choses et bah, ces beaucoup de choses, ils ont potentiellement pas de lien entre ce qu'on a construit. On a créé des ponts qui ne devraient pas exister, on a créé des raccourcis qui ne devraient pas exister. Donc voilà, là, on est un peu dans un amas de choses qu'on a construites et on se dit: «Bon, beh, c'est bien, on a trouvé notre marché, mais comment on vient déblayer un peu tout ça, pour, retourner sur le corps, de ce que fait MySea et de ce qui est MySea?» Et ça, c'est un challenge vraiment intéressant aussi. Ouais, puis je pense que tu y arrives jamais totalement. Ah non. Il y a toujours des reliquats et compagnie. OK. Ah ouais, c'est clair. Bah, ça, je pense qu'on en parlera, mais certainement une autre fois. OK. Qu'est-ce que je pense qu'on a balayé à peu près tout le sujet, hein, sur ce qu'on voulait. Là, tu nous as partagé les galères que tu avais eues. Heu, est-ce que tu as une dernière chose que tu voudrais partager, par rapport à ton expérience là-dessus, de First PM ou autre? Ouais, écoute avec plaisir. Moi, je pense que être first PM, au-delà de l'aspect, cool de construire un produit un peu from scratch, d'être un peu dans cet inconnu où tu sais pas forcément, de quoi demain est fait. Je pense vraiment le plus important quand tu es first PM, c'est de gagner et entretenir la confiance des gens avec qui tu travailles. Quand tu rejoins un projet en early stage, un projet qui vient de se construire, souvent tu le rejoins pour le projet et tu fais partie d'un même bateau, c'est-à-dire que les équipes tech, les équipes sales, leurs galères, c'est tes galères. Tes galères, c'est leurs galères. Et en fait, il faut juste partir du principe et avoir l'humilité de se dire, OK, je rejoins un projet, bah, comment je fais en sorte que j'apporte ma contribution à ce projet-là sans avoir un ego mal placé. Ça, c'est vraiment important qui va un peu te carjacker toute ton énergie. Donc, c'est vraiment te dire, OK, comment je fais avancer le projet et comment ensemble on crée une synergie qui permet de faire avancer le bateau.
Et je pense que ça, avoir l'humilité de travailler avec d'autres gens, c'est vraiment, vraiment essentiel, surtout à ce stade-là. Yes, complètement partagé. Pas simple, pas toujours simple, mais super expérience en tout cas. Écoute, franchement, c'était super l'échange. Moi, j'ai adoré. Merci beaucoup, Kevin. Merci. Si jamais il y a des questions pour toi, les gens ils peuvent te contacter, je suppose, par LinkedIn. Ouais, par LinkedIn, Kevin Dutoit avec DUTHOIT, Ah, je nom mettrai ton, français avec une lettre qui ne se prononce pas au milieu. je, je- Euh, je mettrai ton profil sur la description. Parfait. Et ben, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions sur l'expérience First PM en tant que telle, la relation sales et d'autres. En ce moment, je suis sur un projet product versus project qui est un vaste, vaste sujet. Je ne sais pas si tu comptes en faire un épisode, mais Oui, bon, bah, tu trop vois, bien. oui. Très très bon. Merci pour, pour cette Bah, écoute, transition. Le top. Bon, super. Merci Kevin, merci beaucoup pour merci Marc. cet échange, pardon. Je te souhaite une bonne journée. Bah, Salut. également, à bientôt. Cet épisode est maintenant fini. Un grand merci à notre invité et à toi pour ton écoute. J'espère que tu auras pu y trouver ton compte. Pour soutenir ce podcast et m'aider à son développement, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, voire même 6 sur ta plateforme d'écoute, avec un petit commentaire ou encore à partager cet épisode avec un de tes proches. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous de First PM Stories.